Annonce de l'Élysée il y a une heure. Le chef de l'État qui a mis en garde hier contre un risque d'embrasement à nos frontières prononcera une allocution à la télévision. La peur que nous ayons, c'est que ce conflit déborde en France. Et de quelle manière? Sous forme d'attentat. Disons les choses, je veux affoler personne, mais effectivement, c'est un risque possible avec des gens qui prendraient... Je rappelle que c'est après la coalition qui était menée par la France pour aller bombarder Daesh, Georges Fenech, qu'on a eu les attentats du 13 novembre. C'est vrai. Oui. Donc c'est clair que là, il y a un risque majeur, puisqu'effectivement, nous commencions à bombarder en Iran, on pourrait avoir une réplique de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, que faut-il faire? Céder face au terrorisme? Certainement pas. Enfin, c'est pas jouer sur les peurs, puisqu'il y a eu une réunion hier matin autour de Laurent Nunez, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, sur le risque terroriste. Donc c'est factuel, il y a les services de renseignement, les services intérieurs qui sont en activité face au risque terroriste. Et vous disiez, Georges, il ne faut pas se freiner face à l'Iran par crainte de représailles. Emmanuel Macron a commencé par dire on était au courant de rien, on ne savait rien, on y est pour rien. Et effectivement, résultat, une base française a tout de même été bombardée. Donc le début de la première intervention d'Emmanuel Macron était curieuse dans ce sens, parce que pourquoi se vanter de sa propre impuissance si ce n'est pour donner des gages à l'ennemi? Donc quand une base française est bombardée, de fait, la France devient une cible. Et quand Jean-Noël Barrot explique que la France pourrait intervenir pour protéger les pays du Golfe et protéger les bases, on se demande jusqu'où ça peut aller. Effectivement, il y a un risque terroriste. Donald Trump, hier, a quand même dit, ça a été très peu repris, que l'Europe était à portée de missiles de l'Iran. Ouais. Très peu de gens l'ont repris. C'est-à-dire qu'on entend c'est beaucoup trop loin. Je rappelle que Chypre a été touché. Oui. Alors kilomètres, hein. Chypre a été touché. Base américaine, absolument. Écoutons effectivement ce qu'a dit Donald Trump, parce que moi j'ai posé la question ce matin d'ailleurs, je ne sais plus si c'est au général Clermont ou à Vincent Herouet, est-ce que les missiles iraniens peuvent arriver jusqu'à Paris? Ce qui Non, quand je même, crois pas. Non, le porté c'est 2000. Donc la réponse est non. Mais qu'il puisse arriver à Chypre, la réponse est oui. Oui. Qu'il puisse arriver en Grèce, la réponse est oui. Le sud de l'Europe est en alerte. L'OTAN a monté le niveau de sécurité du sud de l'Europe dans le cadre de la défense de l'OTAN. Là, dans le cadre d'une mission de l'OTAN. Pas Chypre, mais la Grèce, oui. Écoutons ce que disait Donald Trump. Le programme de missiles balistiques conventionnels du régime connaissait une croissance rapide et spectaculaire, ce qui représentait une menace très claire et colossale pour nos forces stationnées à l'étranger. Le régime disposait déjà de missiles capables d'atteindre l'Europe, nos bases locales et étrangères, et aurait bientôt disposé de missiles capables d'atteindre notre belle Amérique. Bon, c'est l'Amérique dont parle évidemment Donald Trump. Et l'Europe, il a dit la même chose sur l'Europe. Moi, est-ce que je peux profiter de la présence du général avec nous en plateau? Parce que je pense que moi, je me pose la question, peut-être très naïvement, mais je pense que tous les auditeurs se posent la question à l'heure qu'il est. Maintenant qu'on est quand même clairement engagé dans le conflit, avec les déclarations de Macron, est-ce qu'on risque quelque chose? Alors, nous, les Français, là, aujourd'hui, de manière vraiment... Mais est-ce qu'il y a un réel risque? D'abord, je réponds concernant les missiles balistiques. Déjà, les missiles balistiques, la France, non. Que potentiellement, si on laisse ce programme basique se développer dans quelques mois, quelques années, oui, l'Iran aura la capacité. Si en plus il a des têtes nucléaires, là, ça devient un risque majeur. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, si on est grec, on peut s'inquiéter, parce que la Grèce est dans la portée à peu près 2000-2500 km, la portée max de certains missiles, très peu de missiles, donc théoriquement, c'est possible. Donc c'est pour ça que... Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Je veux dire, vraiment, au quotidien, pour nous, pour nos enfants... Par rapport à une menace militaire directe, on n'a aucune raison d'avoir peur. Par rapport à un risque terroriste, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter. D'ailleurs, le gouvernement s'inquiète, c'est pour ça qu'il va prendre des mesures. Et le parallèle fait par Georges est tout à fait exact. On se retrouve un peu dans la situation de 2015, de novembre 2015. Surtout qu'il y a une fatwa qui a été édictée il y a quelques jours de cela, qui appelle tous les musulmans du monde à venger la mort de Khamenei et tout l'état-major de Khamenei. La fatwa est une doctrine que chaque musulman doit respecter. C'est la fameuse doctrine de Salman Rushdie, souvenez-vous, en 89, par Khomeini, qui a été blessé aux États-Unis. Et quelques jours qui ont suivi la chute de l'état-major de Téhéran, eh bien, vous avez eu un attentat à Austin, dans le Texas, par un musulman qui avait Prophet of Allah et qui donc s'est vengé du prophète. Donc il y a des choses qui ne sont pas... C'est un acte isolé, ça. Mais un acte isolé, mais tout de même, appeler à tous les musulmans du monde, sunnites et chiites compris, c'est-à-dire pour ne pas disloquer la fitna, eh bien, ça n'est pas à prendre en déconsidération, à mon sens. Mais la fatwa ne vise pas directement la France, il faut le dire. Alors, non, mais c'est puisque vous parlez d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Je fais juste une parenthèse.
Il y a eu une présence, hier, une manifestation. Ce qui est sorti de la réunion avec Laurent Nunez, c'est qu'il y a quand même des communautés visées, donc selon les renseignements, communautés juives, donc synagogues, et diaspora iranienne qui prend la parole sur les plateaux de télévision pour critiquer le régime. Certains Kurdes également. Et un exemple très concret, Olivier Pardo, avocat de Benjamin Netanyahou, contrat sur sa tête. Tout à fait. Il était sous protection policière. La protection policière a été levée. Elle a été remise ce matin. Et puis, puisque nous parlons de terrorisme, je ne sais pas, alors c'est évidemment, ce n'est pas lié directement, mais le jugement hier concernant ceux qui sont à l'origine de la mort de Samuel Paty et la clémence en appel, notamment pour deux prévenus, je ne sais pas si c'est un bon signal qui est envoyé, mais on pourra en parler tout à l'heure. Olivier, vous habitez Béziers. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Olivier ? Je suis technicien supérieur du développement durable. Bon, est-ce que vous êtes intéressé par l'actualité internationale ou est-ce que vous diriez, comme bon nombre de Français, ce qui est aussi mon cas, disons-le, que nous sommes un peu perdus dans cette actualité internationale parfois ? Alors, je suis très intéressé il y a plusieurs raisons. La première, les pays du Golfe, on sait que ce sont les maîtres du pétrole, donc il y a des conséquences directes pour nous d'un point de vue économique. Et ensuite, moi, ma question, en fait, ce qui va vraiment aller chercher un sentiment peut-être de peur, c'est qu'on sait que l'Iran était un des plus grands financeurs de tout ce qui est régime terroriste. Et je me dis maintenant, avec cette guerre qui se passe là-bas, quel va être l'impact sur notre sol du fait de l'embrasement du conflit au Moyen-Orient. C'est la question effectivement intéressante et j'imagine, Général Clermont, d'abord que c'est difficile de savoir les conséquences sur notre sol. Sur notre sol, comme le dit Olivier. Alors sur notre sol, il y a des conséquences faciles, le prix peut-être de l'essence, mais est-ce qu'il y a un problème de sécurité ? C'est ça qui peut nous inquiéter. Je crois qu'on l'a évoqué avant que la question soit posée un peu, mais évidemment il y a un problème de sécité. On se retrouve dans une situation qu'on a un peu évoqué le parallèle avec ce qui s'est passé en 2015 et Daesh et le fait que la France ait participé aux opérations. Pour l'instant, la France n'a pas encore participé aux opérations. Et d'ailleurs, je pense que la participation la façon dont on participera va prendre en compte cette dimension. Mais c'était rappelé tout à l'heure, le risque de terrorisme, il existe. Les réseaux iraniens sont présents. Il y a des populations qui sont plus ciblées, probablement que d'autres. Mais il y a aussi cette fameuse appel à la fatwa qui s'est adressée à tous les musulmans de France. Et le risque principal, et je terminerai, Georges, le principal, ça reste ces loups solitaires qui, entendant le message, sont prêts à passer à l'acte. Tout à fait. Donc ça fait 40 ans, le risque est là. Au minimum 40 ans que l'Iran nous mène une guerre asymétrique. Faut-il rappeler la rue de Copernic, l'affaire Gorgi, tous les attentats qui sont imputables au Hezbollah, Drakkar, etc. Pourquoi voulez-vous que ça s'arrête aujourd'hui ? Au contraire. Maintenant, il y a une raison supplémentaire pour viser effectivement notre pays, la France. Donc il faut évidemment prendre toutes les mesures de sécurité. Et il faut dire à quel point les liens sont très proches entre le Hezbollah qui tape Israël au nord et le régime des Mollahs. C'est-à-dire qu'ils sont directement liés. Donc c'est pour ça l'attentat du Drakkar, qui était cet immeuble où il y a eu des dizaines de soldats français tués, est imputable directement au régime des Mollahs et donc à ce régime islamiste en Iran. Mais s'il y a un vrai risque aujourd'hui en France, encore une fois pour nous comme ça au quotidien, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui ont déjà été prises et qui fait que le niveau de sécurité a déjà été augmenté pour qu'on soit un maximum en sécurité? Alors, en ce qui concerne le niveau de sécurité global, on est déjà depuis 2 ans au niveau qu'on appelle urgence attentat. Les moyens militaires, les moyens de police, la vigilance, les services de renseignement. Donc là, il n'y a pas plus de choses? Alors, ça va être intéressant de voir. Je pense qu'on va trouver quelque chose au-delà du niveau ce soir. Dans les trois annonces qui seront faites ce soir, une annonce concernera la sécurité des Français. Dans les 3 annonces, pourquoi dites-vous 3 annonces? Dans les 3 sujets qui font l'objet d'une annonce du président Macron, probablement, selon mon point de vue, une des 3 sera cette question, comment on se prépare. Quels sont ces 3 sujets? Alors d'abord, le premier sujet, c'est la question du terrorisme, la menace qui va s'amplifier. Le deuxième sujet, plus simple, c'est l'évacuation des ressortissants, comment on va faire, ils sont nombreux, comment l'État va gérer ça. Et le troisième, c'est la référence à cette intention de participer militairement à des opérations défensives dans le cadre des opérations en Iran, ne serait-ce que parce qu'on a des accords de défense avec les Émirats Arabes Unis. Voilà. Sécurité, ressortissants, militaire. Bon, il est 16h21. Olivier, dans votre vie quotidienne, est-ce que il y a une conséquence? Je ne sais pas si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous êtes inquiet, s'il y a des pays dans lesquels vous n'irez plus. Je ne sais pas si vous êtes allé, par exemple, une fois dans un des pays du Golfe en vacances. Pourquoi pas, Olivier? Non, je
ne suis jamais allé dans un de ces pays en vacances, même si ça aurait été avec plaisir. Mais par contre, oui, effectivement, par rapport à mon fils qui a 18 ans et qui sort avec ses copains, on sait que n'importe où, un illuminé, on va dire ça comme ça, bref, un extrémiste, un terroriste, peut surgir. Il y a aucun endroit où on peut être en sécurité. Donc oui, effectivement, je me pose des questions tous les jours. Quand je laisse mon fils sortir, il sort pas tout seul, il va avec des copains, parce que je suis ancien gendarme, la sécurité c'était un peu mon métier, et je suis un peu névrosé, on va dire, de savoir que mon fils sort tout seul, même dans les rues de Béziers, parce que voilà, je me dis qu'à tout moment, quelqu'un peut sortir un couteau et commettre l'irréparable. C'est incontestable. Alors c'est vrai qu'il y a une tradition, si j'ose dire, du terrorisme en France, et on se souvient qu'en 85-86, et notamment la rue de Rennes, puisque c'était les réseaux iraniens qui étaient à l'origine. C'était Georges Ibrahim Abdallah d'ailleurs. Exactement. Le Hezbollah libanais, qui a été libéré il y a quelques jours. Encensé par Madame Rima Hassan. Qui était un des plus anciens terroristes libanais, oui. Exactement, un des plus anciens prisonniers de France. Mais évidemment, vous étiez trop jeune pour vous rappeler de 1986. Les gens marchaient au milieu des rues. Il y a eu un jour 3 attentats quasiment en 2 heures. Ça a explosé, je crois, à la Défense, de mémoire, ça a explosé dans un autre endroit. Et c'est à partir de ce moment-là où les poubelles ont changé dans Paris. Ça, c'était après 95, c'était après l'attentat du RER Saint-Michel. C'est RERB, exactement, Georges. Absolument. Ils ont changé 95, Algérie. On a eu ensuite les poubelles, effectivement. Voilà, on a changé parce que... On a changé les poubelles à ce moment-là. Exactement, parce que c'était une manière, une possibilité en tout cas de poser des bombes. Mais en 86, et moi je m'en souviens très bien, j'étais étudiant, les gens marchaient au milieu de la rue parce qu'ils avaient peur. Il y avait eu une bombe qui avait explosé rue de Rennes devant chez Tati. Elle était posée sur le trottoir. Et il y avait, c'est vrai, une phobie qui s'était installée en France, qui a duré pendant quelques semaines. Avec cette ça fait 40 ans qu'on vit avec le risque d'un attentat terroriste. 40 ans. Alors rue des Rosiers, c'est rue des Rosiers, rue Copernic, c'est avant. Oui, c'était le restaurant de Denberg. Voilà, et là c'est le GIA, avec la fameuse phrase de Raymond Barre, avec la fameuse phrase de Raymond Barre. Mais c'est toute la difficulté, Pascal. Voilà, des Français innocents. C'est toute la difficulté. Non mais il avait, c'est extraordinaire. Raymond Barre avait dit, c'est un attentat qui a visé des Juifs et des Français innocents. Oui, c'est ça. Donc je ne sais pas si la portée de cette phrase est folle d'ailleurs. Ça y a beaucoup de voilà. Ça a mis fin à sa carrière politique. Je dirais pas ça parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Justement, il était Premier ministre, il était resté Premier ministre. Mais c'est pas ce qu'il voulait dire. Ses ambitions présidentielles se sont arrêtées là. Mais à l'époque, il n'avait pas d'ambition présidentielle et il se présentera 10 ans plus tard, en 88. Parce que là, on doit être... La rue des Rosiers, c'est entre 76 et 80, puisqu'il est Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Et il sera quand même, en 88... Il sera le deuxième candidat de la droite, Jacques Chirac étant le premier, qui perdra contre François Mitterrand. Il deviendra député de Lyon, maire de Lyon, etc. Mais il n'y avait pas, comment dire, une phrase ne te tuait pas, comme elle te tue aujourd'hui, parce qu'il y a amplification avec les réseaux sociaux. Mais cette phrase est absolument incroyable, les filles. Nous ne pouvons pas laisser les États-Unis décider seuls de l'avenir de cette région comme de l'avenir du monde. Il y a un moment où l'unilatéralisme produit finalement tous les risques. Et on ne peut pas fermer les yeux, attendre que ça passe. Il faut en tirer toutes les conclusions. La conclusion, c'est qu'il faut que l'Europe se fasse respecter. Elle n'a été mise au courant de rien par son principal allié, qui n'est plus un allié d'ailleurs, je parle de Donald Trump, et elle doit s'affirmer. Et s'affirmer, ça suppose de constituer une Europe capable de se défendre par elle-même et de peser sur le destin du monde. C'est la conclusion qu'il faut en tirer. J'entends ce que dit François Hollande, général Clermont, mais si Donald Trump avait consulté Emmanuel Macron, il l'aurait sans doute dissuadé de cette intervention. C'était le sens de la première intervention d'ailleurs d'Emmanuel Macron ce week-end. Après, il a fait un peu marche arrière. Donc Donald Trump, il a besoin de personne pour intervenir en Iran, et je pense effectivement que s'il avait demandé à Emmanuel Macron, il lui aurait dit que ce n'était pas utile. Et puis Donald Trump, il aurait respecté l'Europe si elle était forte. C'est bien de vouloir une Europe forte, encore faut-il la faire forte. Aujourd'hui, économiquement, on est distancé par les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis, malgré ce que disent beaucoup de nos partenaires, continuent à dominer l'OTAN. Les Américains n'ont pas l'intention d'abandonner l'OTAN. Beaucoup de pays comptent sur la protection de l'OTAN. Les Européens ne sont pas unis
dans cette affaire, comme ils le sont difficilement unis dans l'affaire de l'Ukraine, c'est difficile de dire il faut que l'Europe fasse ci, l'Europe fasse ça, quand l'Europe n'a pas vraiment d'unité ni de véritable puissance. Donc c'est pas simplement la France qui est en difficulté, c'est l'Europe dans sa totalité, dans ce qu'elle représente. Et puis j'ai dans l'oreille ce qu'avait dit J.D. Vance, je crois que c'était en Allemagne, sur l'Europe, ce qu'a dit également Donald Trump, il ne porte pas l'Europe aujourd'hui... Ils n'ont pas en tout cas un regard sur l'Europe très positif. C'est vrai, mais il y a un élément positif que je tiens à tirer. Il faut que l'Europe soit forte économiquement, militairement, diplomatiquement. Si l'Europe sera peut-être forte militairement un jour, ce sera grâce à Trump. Il nous a obligés en 2018 à monter tous notre budget à 2% du PIB, c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça, et il nous oblige pour 2035 à le monter à 5% du PIB pour qu'on soit enfin une puissance respectable avec laquelle ils puissent vraiment coopérer et pas simplement des supplétifs des Américains. Donc si on se réarme aujourd'hui, et c'est une condition de la puissance, c'est grâce à Donald Trump. Trump a pris le plus grand risque de sa carrière politique et c'est d'ailleurs passionnant ce moment à observer parce que on ne sait pas encore comment il sera vu à la fin et il n'y a pas de juste milieu. Soit il sera vu Roosevelt, le libérateur du peuple iranien, et on sait que son objectif premier, c'est pas le changement de régime, comme les Israéliens d'ailleurs, c'était encore ce que disait le colonel Olivier Rafovitz ce matin sur CNews, porte-parole de Tsahal, il disait si le régime tombe, c'est bien, mais c'est pas notre objectif premier, et c'est au peuple iranien de changer de régime, donc soit à la fin le régime tombe et il est vu comme le libérateur, ou alors ça s'enlise, et ça dure beaucoup trop longtemps, et il sera plus comparé à Bush en Irak, et d'ailleurs on voit le peuple américain, vous avez donc le peuple israélien qui se satisfait de cette intervention, qui l'applaudit même alors qu'ils prennent des bombes tous les jours sur la tête, donc un peuple israélien d'une résilience, et il y a un peuple qui est prêt pour la guerre, qui vit la guerre, contrairement d'ailleurs au peuple européen. Vous avez un peuple iranien à travers sa diaspora en Europe qui souhaitait cette intervention, et puis vous avez un peuple américain qui est beaucoup plus divisé, avec un électeur républicain sur deux qui est contre cette intervention, avec une base MAGA, Make America Great Again, qui était opposée à l'intervention et qui a même voté pour Trump en réaction pour mettre fin à la guerre, comme ils avaient voté pour Obama en réaction à Bush après l'Irak. Donc c'est très intéressant de voir que le peuple américain est très divisé, parce qu'évidemment ils ne subissent pas cette guerre comme les Iraniens et les Israéliens, il n'y a pas de menace existentielle pour eux, en tout cas le croit-il. Donc Trump est en train d'écrire sa propre légende et on ne sait pas encore comment tout ça se terminera. Frédéric est avec nous. Pardon. La question était de savoir pourquoi l'Europe ne compte pas, pourquoi la France ne compte pas, pourquoi on n'est pas capable d'influencer, pourquoi Trump ne demande pas son avis avant de consulter. C'est parce qu'il estime qu'on est faible et que notre puissance ne l'intéresse pas. Bon, c'est vrai aussi que l'Amérique, avec la France et l'Europe, a parfois des liens distendus. Je vous rappelle que le général de Gaulle n'est jamais allé ou n'a jamais assisté aux cérémonies du débarquement, et qu'il n'avait pas été mis dans la boucle, si j'ose dire, du débarquement. Oui, il était tenu à l'écart. En 1944. Donc l'Amérique a aussi parfois ce lien difficile avec ses alliés. C'est quand même eux qui nous ont libérés. Oui, il faut quand même le rappeler. Oui, mais pardonnez-moi, ça n'enlève rien à ce que j'ai dit. Si, ce sont des liens indéfectibles. Mais ça n'enlève rien à ce que j'ai dit. Genre, je souligne que même le général de Gaulle, c'est nous qui les avons aidés à prendre leur indépendance aussi. Le général de Gaulle avait avec l'Amérique un lien distendu et un lien de distance, pour dire les choses. Et il se méfiait des Américains. Et ça a toujours été la position française. Alors, ils nous ont libérés, comme vous dites. Bon, il n'y a pas que. Il y a aussi, parce qu'on l'oublie, mais à l'époque, la Russie était quand même très présente, permettez-moi de vous le dire. Et ils ne sont même pas invités aux cérémonies. Oui, c'est entendu. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, si je veux dire. Alors, Frédéric, parce qu'on a dit que nous passions ces 2 heures sous le signe de la pédagogie. Frédéric qui habite Maubeuge. Bonjour Pascal. Bonjour, vous êtes retraité. C'est ça, mes respects en général. Vous avez fait l'armée, Frédéric? Oui, moi j'ai fait 6 ans. Vous avez fait 6 ans d'armée? Bah oui. Mais pourquoi vous avez fait 6 ans? Vous étiez engagé? Oui, bien sûr. Et vous étiez engagé dans quelle arme? La Légion. Ah oui, la Légion étrangère. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez fait? Rien du tout. Mais je reconnais votre voix, vous êtes notre ami Boucher. Voilà. Qui a mis sa femme au travail pendant que vous reposez. Voilà, maintenant ils ont trouvé la solution, mon petit-fils là. Oui, mais j'ai bien compris, vous nous appeliez régulièrement, bien évidemment. Alors, est-ce que vous avez une question? Et c'est toujours intéressant les questions des auditeurs, parce qu'elles peuvent même parfois nous surprendre. Question pour le général Clermont, Frédéric.
Alors, mon général, pensez-vous pas que le fait d'avoir mis à la tête de notre pays des mous du genou est plutôt incapable qu'autre chose Je vous confirme que les questions peuvent nous surprendre. Ce ne sont pas les questions habituelles des journalistes. C'est le départ qui surprend. nous a plutôt affaiblis, parce qu'effectivement, l'Iran avec l'arme nucléaire, c'était inimaginable. Parce que aussi bien ces gens-là aiment bien la mort, nous on aime bien la vie. La différence, elle est là. Leur laisser une bombe, n'importe quelle bombe nucléaire entre leurs mains, c'est suicidaire. Qu'est-ce que Trump a fait avec les Israéliens? Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû le faire. Très bien longtemps qu'on aurait dû le faire. Le problème, c'est qu'en France, comme M. Hollande qu'on a écouté avant, 5 ans au pouvoir, une catastrophe phénoménale, l'amour fou en scooter. Et qu'est-ce qu'il trouve encore le moyen? Frédéric, on ne va pas tout mélanger. La France n'a pas déclenché la guerre. Non, on ne mélange rien. On ne va pas déclencher une guerre contre l'Iran parce que ce régime ne nous convient pas. Non, on ne mélange rien. On est affaiblis de leur faute. C'est eux qui nous ont affaiblis. Avec un pouvoir de 40 ans qui n'a fait que nous affaiblir tout au long des années. Et encore aujourd'hui, ils se permettent encore de la ramener. Et moi, je serais à leur place, je me cacherais. Regardez qu'est-ce qu'on est devenu. On n'a plus rien, on n'a plus d'armée, on n'a plus de police, on n'a plus d'hôpitaux. Je vous le répète, Frédéric, ce n'est pas à nous d'intervenir en Iran parce que ce régime ne nous plaît pas depuis 1979. Et le général Clermont vous répond à l'expression un peu familière. On va le mettre en place, en tout cas. Un peu familière que vous avez utilisée. Les mous du genou. Parlez-nous des mous du genou, mon général. Je ne vais pas parler des mous du genou, je vais vous parler de la stratégie des mous. C'est pas pareil. Là où Frédéric a raison, c'est que on s'est désarmé pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'on a quitté en 91 un monde dans lequel il y avait un bloc, dans lequel il y avait une menace principale qui était l'Union soviétique, dans laquelle on avait la conscription, on avait la dissuasion et les armées conventionnelles, un monde qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, donc on a compris le caractère tragique. Et à partir de 91, on a décidé de désarmer la France, c'est-à-dire qu'on a fait 30 ans de loi de déprogrammation militaire qui nous a amené à une situation qui, jusqu'en 2017, on a arrêté l'hémorragie avec des armées qui sont devenues très faibles. Et comme ça s'est fait dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et que l'Union européenne ne s'est pas intéressée aux notions de puissance, mais s'est intéressée aux notions d'économie et de marché, le réveil est brutal. Oui, mais qui disait le contraire ? Qui disait faut réarmer, faut investir? Le lieutenant Clermont, le capitaine Clermont, le colonel Clermont, le général Clermont. Oui, mais le général déjà, c'était il avait déjà. Non, mais au-delà des militaires, qui portait cette parole? Personne ne portait plus cette parole. Le concept de la mondialisation heureuse avait pénétré toutes les couches de la société et tous les partis. Bon, Frédéric, est-ce que vous êtes content de cette réponse du général Clermont? Pour vous, oui, tout à fait, mais par contre, pour vous répondre, je ne mélange pas tout. On en revient. En gros, je vais vous dire une phrase tout simple. Les loups n'attaquent que les faibles. Voilà, c'est tout simple. Plus qu'on est faible, plus qu'on sera attaqué. Et une bombe nucléaire dans les mains de l'Iran, c'était suicidaire. Donc moi, je félicite M. Trump et l'État israélien d'avoir réagi avant nous. Non, mais là, moi, là-dessus, je pense que beaucoup de gens a raison. Il faut un système international fort. Et dans ce système international fort, il faut une France forte dans une Europe forte. Voilà. Non, mais sauf qu'on n'a plus d'argent. Sauf qu'on n'a plus d'argent. France forte, c'est une France qui a fait des économies. Alors, d'abord, la France forte, elle n'est plus unie aujourd'hui. La France forte est unie. Voilà, elle pouvait l'être, mais aujourd'hui, elle a des problèmes très importants que vous connaissez. S'occuper de l'état de la France. Exactement, que vous connaissez en interne, si j'ose dire. Elle a des problèmes effectivement financiers massifs. Elle a une dette qui a explosé. Oui. Elle a beaucoup de soucis, la France d'aujourd'hui. Gauthier Lebret, vous voulez réagir ? Oui, vous disiez, c'est pas à nous d'intervenir en Iran pour changer le régime. Mais là, alors déjà, on peut rappeler qu'au passage, c'est nous qui avons payé le billet d'avion et l'avion pour l'ayatollah Khomeini. Donc on a quelque part une dette morale envers le peuple iranien. C'est nous qui l'avons logé à Neuf-le-Château, qui avons eu des intellectuels de gauche formidables qui ont fait son éloge. Et déjà, c'est presque un aveu d'impuissance. Si on se dit, c'était aux Israéliens et aux Américains d'intervenir, nous, on n'a rien à voir là-dedans et il faut pas qu'on s'en mêle. Mais ça nous rattrape. Encore une fois, une base française a été ciblée aux Émirats Arabes Unis. Donc, on est de fait impliqué dans ce conflit. Et quand Trump bombarde l'année dernière les infrastructures iraniennes d'enrichissement en uranium pour développer une bombe atomique, qu'est-ce que fait la France? Que font Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, déjà en place? Ils condamnent les bombardements américains et ils vont discuter en Suisse avec le ministre des Affaires étrangères iranien qui était l'un des pires bouchers du régime. Donc, si vous voulez, on a passé notre temps à condamner les agissements de Trump l'année dernière et on a commencé comme ça ce week-end avant d'être rattrapé par le réel.